Chers amis, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien partout où vous nous suivez. Faites-moi signe, comme d'habitude, si vous m'entendez bien, si la connexion est bonne, si l'image est bon. Voilà, faites-moi signe, faites-moi un retour, comme ça qu'on puisse commencer l'émission avec les invités. Alors, je vois que Mahmoud Sarah est là. Tonton Elina est là aussi. Donc, faites-nous signe, parce que moi, je ne vous reçois pas encore au niveau. Alors, attendez, on va essayer autrement. Moi, je vois qu'on est déjà en ligne, les amis, mais je veux que vous me fassiez signe si de votre côté, tout est bon. Tac. Alors, Ali Mohamed Darwesh est là, donc assalamu alaikum. Dis-moi si tu m'entends parfaitement bien. Vous commencez à arriver, faites-moi signe, dites-moi si c'est 5 sur 5. Comme ça, on peut commencer notre émission ensemble. Alors, Aboubakar Ibrahim est là. Alice Langlois est là aussi. Dites-moi d'où vous nous suivez. Alors, Aboubakar Ibrahima me dit les infirmières et infirmiers de l'hôpital El Marouf en fuite depuis l'annonce du premier cas. On en parlera, les amis. Je vois que vous commencez à réagir. On en parlera. On aura ce soir Dr Fazoul, qui est président de la cellule scientifique aux Comores. Donc, on aura l'occasion d'en discuter. Comme d'habitude, si vous pensez que cette émission peut être profitable à certains parmi vous, n'hésitez pas à partager pour que nous puissions être nombreux à en discuter. Donc, comme je vous l'ai dit, on aura comme invité ce soir Dr Fazoul, on aura aussi Marwata Abdou de l'association Act Together et Nadim Ismail, qui est un soignant qui travaille dans les hôpitaux parisiens et qui sera avec nous pour échanger sur cette actualité du jour. Comme vous l'avez entendu, on a annoncé le premier cas de Covid aux Comores. Les Comores officiellement en guerre contre le Covid-19. C'est le titre de notre émission de ce soir. Avant de commencer, avant d'écouter notre premier invité, je vous demande d'écouter un extrait de l'intervention du chef de l'État ce soir aux Comores. Mesdames, Comoriens, mes chers compatriotes, en ce jour du 30 avril 2020, le gouvernement déclare le premier cas de Covid-19 en Union des Comores. Il s'agit d'un compatriote âgé de 50 ans, vivant aux Comores, ayant côtoyé un ressortissant franco-comorien qui a séjourné dans le pays à partir du 18 mars 2020. Le patient a été admis à l'hôpital El Marouf le 23 avril 2020 pour toux, maux de gorge, fièvre et gêne respiratoire. Les échantillons ont été prélevés sur lui, conservés dans les conditions requises, puis être envoyés à l'INRAP pour analyse par PCR. Les résultats obtenus ce jour, 30 avril, sont positifs au Covid-19. L'état de santé du patient s'améliore progressivement et l'identification des personnes ayant été en contact avec lui est en cours pour remonter le plus possible la chaîne de contamination. Comme il est d'usage, une notification formelle a été envoyée à l'Organisation mondiale de la santé. Mes chers compatriotes, c'est avec une extrême précaution, mais avec gravité, que j'ai pris des mesures graduelles pour protéger la population comorienne. Nous avons fermé nos frontières, suspendu les prières de vendredi et les prières collectives, y compris pour les tarawih et les witr ce mois de Ramadan, fermé les écoles et interdit les rassemblements de plus de 20 personnes, adopté les mesures barrières pour enfin décréter un couvre-feu de 20h à 5h du matin à partir de ce mois de Ramadan. Pendant que d'autres pays frappaient plus tôt,
se prépare à un retour à la normale, notre pays entre dans une phase critique. Le chef de l'État aux Comores a déclaré que les Comores rentrent dans une phase critique. Ce soir, je suis avec le docteur Fazoul, qui est le président de la commission scientifique, qui est là avec nous ce soir. C'est la deuxième fois qu'il vient nous rendre visite pour à la fois sensibiliser, mais nous donner cette situation, la situation actuelle du pays. Docteur Fazoul, quelle est la situation aujourd'hui? On annonce des infirmiers qui auraient déjà quitté le service à El Marouf de peur du Covid-19. Avant de répondre à cette question, avant de revenir sur la situation de ces infirmiers, quel est votre sentiment? Vous nous parliez d'un soulagement? Oui, pas de soulagement, parce que maintenant, on sait, voilà, la déclaration officielle du chef de l'État, donc, bon, de la confirmation du cas de Covid au Comores, du premier cas. Donc là, maintenant, il y a la suite, il y aura des mesures à prendre, parce que là, on entre dans ce qu'on appelle la phase 2. C'est-à-dire freiner la circulation du virus. Ouais. Donc, voilà, maintenant qu'on sait qu'il est là, voilà, il y a des mesures à prendre. Donc, selon vous, là, on rentre dans la phase 2. Si on doit prendre le protocole par rapport au Covid-19, est-ce qu'on n'est pas déjà, certains parlent déjà d'une phase 3 depuis longtemps, parce que bon, la phase 2, c'est quand on sait d'où viennent les contaminants, ceux qui contaminent, et qu'on arrive à les isoler tant bien que mal. Et dans la phase 3, c'est quand on ne sait plus qui est contaminé et qui est contaminant. Selon vous, on est encore dans une phase où on peut identifier les personnes qui sont encore Bon, actuellement, on est dans la phase où on doit freiner la circulation. Parce que maintenant, on a confirmé. Comme tu le confirmes, maintenant, on doit voir la circulation du virus pour essayer de casser, disons, la chaîne de transmission. Voilà. C'est à ce niveau-là. D'accord. Okay. Très bien. Docteur, on se trouve. Alors, docteur, vous avez reçu les tests. On parle de 800 tests maintenant à disposition de votre commission. Le chef de l'État a annoncé le premier cas de Covid, mais on ne nous a pas annoncé le nombre de cas qui ont été testés pour avoir ce cas. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, par exemple, le nombre de tests qui ont été effectués depuis le début, depuis l'arrivée des PCR? Non, non. En fait, on a fait un test, bon, d'ailleurs, hier soir, parce qu'on voulait à tout prix quand même, bon, parce qu'il y avait un cas qui était hautement suspect. Donc, c'est sur ce cas-là qu'on a fait hier soir. Donc, je pense que je vous en ai parlé hier soir. Oui. Et que ce matin, quand même, donc, on a pu quand même voir le résultat. Donc, seulement un seul cas pour l'autre. Okay? D'accord. C'est le cas qu'on a, c'est ce cas-là. Mais, rassurez-vous, on a des prélèvements pour tous les gens qui ont été reçus, disons, dans nos services, c'est-à-dire en réanimation et aux urgences, avec le problème de détresse respiratoire. Donc, tous ces prélèvements-là, nous allons les passer en PCR. D'accord. Vous parlez de soulagement, docteur, car vous pensez est-ce qu'il y avait un relâchement du fait qu'on n'avait pas encore déclaré, un relâchement au niveau de la population, et que ce soulagement, c'est pas un soulagement, bien évidemment, de satisfaction, mais c'est un soulagement peut-être qui va le permettre de mobiliser davantage et de mettre tout le monde sous le pont dans cette guerre contre le Covid-19? C'est bien ça. Parce qu'il y avait un bon nombre de Comoriens qui tombaient dans le déni. Là, on raconte des histoires, il n'y a pas de Covid. Bon, maintenant que le Covid, il est là, donc je pense que les gens vont se réveiller. Parce qu'effectivement, on raconte quand même que les mesures barrières, il y avait quand même un relâchement. Bon, mais maintenant qu'on sait que le virus est là, donc là, c'est le moment quand même que tout le monde soit réveillé pour qu'on respecte les mesures barrières et qu'on fasse, disons, la distanciation. Bon, donc, c'est ça, il y a trois choses à faire. Si on respecte les mesures barrières, on respecte la distanciation et on porte les masques, là, on peut vraiment freiner la circulation du virus. Alors, docteur, reste avec moi. Reste avec moi. Je vais recevoir mes deux autres invités qui vont se joindre à nous et qui vont échanger à la fois avec vous et avec les personnes qui nous suivent. Donc, je reçois pour l'association Act Together qui mène aussi, qui va être au front contre cette maladie, et Nadim Ismaël qui est soignant dans les hôpitaux de Paris. C'est à Nadim que je vais m'adresser en premier. Nadim, vous êtes au front dans les hôpitaux de Paris, vous travaillez dans des services qui luttent contre le Covid-19. Vous êtes d'origine comorienne et bien sûr vous êtes attentif à ce qui se passe au pays. Par rapport à cette annonce aujourd'hui, vous, en tant que soignant, qu'est-ce que vous aurez à dire ou à échanger? Si vous avez une question à poser au docteur par la suite, mais qu'est-ce que vous avez à dire sur cette situation aujourd'hui?
D'abord, avant de prendre la parole, je voudrais déjà présenter les condoléances à toutes les personnes qu'on a perdues comoriennes, à la fois en France et celles aux Comores par rapport à cette maladie. Présenter les condoléances à toute leur famille, leurs proches, parce que c'est une épreuve qui est pas facile, tant ici en France qu'aux Comores. Voilà. Maintenant, par rapport à la situation actuelle aux Comores, je vais la comparer un peu à celle d'ici. C'est une maladie qui a eu du mal à démarrer. C'est pas en France, c'est dans tous les pays internationaux. Personne, tant que c'était pas visible, on disait oui, c'est pas là. Sachant que c'est une maladie qui est invisible, donc ça a encore plus majoré le fait que non, c'est pas là, c'est pas ceci, cela. Et c'est pas qu'aux Comores, c'est pas aux Comores en France, c'est sur toute la planète. Il a fallu du temps pour que les autorités, tant en France, aux États-Unis, en Chine, en Italie, aux Comores, prennent la mesure des choses parce que c'est quelque chose qui est invisible. Donc quand on voit pas, si c'est quelqu'un qui a des boutons, on va dire ah lui il est malade, il y a beaucoup de gens qui ont des boutons, donc c'est visible. Donc là on peut mettre en place des mesures. À partir du moment où c'est invisible, tant qu'on voit pas les effets dévastatrices de cette maladie, on peut pas en prendre conscience en tant qu'humain. Donc c'est vrai qu'il y a eu peut-être un départ très en retard aux Comores, comme dans tous les pays. Donc il n'y a pas de pays à blâmer en disant qu'on a mal fait ou pas très bien fait, non. C'est une fois que les choses y sont visibles, qu'on voit les dégâts, c'est là qu'on peut dire oui, effectivement, il y a un problème. Maintenant, où on doit avancer, comme partout dans tous les pays en France et aux Comores, on devra avancer, c'est maintenant les choses sont là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les ralentir ou pour faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible. C'est ce que tous les pays ont adopté comme attitude. Le problème est là, il y a des morts, il y en aura, mais maintenant comment faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Et je pense que ça sera l'objet du débat ou des échanges qu'on va avoir ensemble ce soir. Docteur, vous allez dans le même sens que Nadim? Ah, bien sûr, entièrement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et quels sont aujourd'hui, donc je m'adresse aussi à Nadim, par rapport à l'expérience vécue dans les hôpitaux de Paris et ici en France, on sait qu'on n'a pas encore de remède. Il n'y a pas de remède aujourd'hui, malgré les essais qui sont peut-être encourageants de part et d'autre. Quel est aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit en France, parce que vous, ce que vous vivez dans l'hôpital, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut peut-être exposer ou rapporter aux Comores pour vraiment freiner cette épidémie et pour peut-être donner quelques conseils à ceux qui vont être au front, comme l'a dit tout à l'heure le chef de l'État. Certains pays vont commencer à se déconfiner alors que les Comores entrent en guerre. Par rapport à cette expérience-là, Nadim, quels seraient par exemple tes conseils? Les conseils que j'aurais à donner à toute la population, à la fois comorienne et de manière générale, il n'y a pas de traitement. Voilà. Dans tous les pays, et que ce soit la Chine, la France, on a eu énormément de cas, on en a encore aujourd'hui. Plusieurs protocoles de traitement ont été mis en place, mais pour l'instant, il n'y en a pas un qui dit que c'est celui-là qui va marcher pour tout le monde, pour toute la population à la fois en France, mais mondiale. Donc, à partir de là où on n'a pas de traitement curatif pour l'instant, le seul traitement qu'il y a, c'est les mesures barrières. Les mesures barrières, c'est s'isoler, les masques, et tout ce qui est lavage de mains et tout ça. C'est le seul traitement qui existe à ce jour pour cette maladie. Donc, faut pas se dire qu'aujourd'hui, je vais à l'hôpital, à n'importe quel hôpital, je vais avoir le médicament qui va me soigner. Maintenant, je mets deux choses en parallèle. Il y a se soigner et se soigner. Aujourd'hui, c'est une maladie qui est très grave, qui est invisible et très contagieuse, mais tout le monde n'en meurt pas. Il y a des gens qui vont avoir le Covid, ils vont plus avoir de goût dans la bouche ni au niveau odorat, mais au bout de 5 jours, 6 jours, une semaine, ils vont aller bien. Il y a des gens qui vont avoir des courbatures, ils vont être alités pendant 15 jours, 20 jours, mais au bout d'un moment, ça va passer, ils vont aller bien. Maintenant, la difficulté, et c'est là qu'on va devoir tous travailler, ça sera les patients qui ont du mal à respirer. Parce que là, les patients qui ont du mal à respirer, c'est une urgence vitale. Ça passe ou ça passe pas. Donc, c'est sur ça qu'il faudra appuyer. Maintenant, les patients qui ont des courbatures, il faudra les isoler pour pas qu'ils contaminent d'autres personnes. C'est ce qui a été fait dans tous les pays et ce qu'on fait. Maintenant, on peut pas prendre tous ceux qui sont malades, qui ont des courbatures, qui toussent, qui ont perdu l'odorat, qui ont des diarrhées, on peut pas tous les prendre à l'hôpital. Dans n'importe quel hôpital au monde, parce que sinon, on sera saturé. À l'hôpital, il faudra, c'est ce que ici on fait, on prend les patients qui ont du mal à respirer. Et les autres, on les surveille. On leur dit, à partir du moment où tu tousses beaucoup, ou à partir du moment où tu as des courbatures, ou à partir du moment où tu as des diarrhées, reste à la maison et essaie de voir le moins de monde possible, voire même personne.
Mais il faut qu'il y ait quelqu'un à côté au cas où ça devrait décompenser en problème respiratoire. Et là, cette personne appellera l'hôpital pour aller à l'hôpital et seulement. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on risque, comme dans tous les hôpitaux internationaux, d'avoir une inondation de personnes qui vont se présenter à l'hôpital. Docteur, vous avez entendu Nadim, est-ce que vous pensez que ce discours-là est aujourd'hui audible aux Comores? Ici, en France, on l'a entendu, les gens sont confinés et respectent plus ou moins le confinement malgré 2 mois. Est-ce que vous pensez que ce discours que vient de tenir Nadim Ismail, qui travaille dans un service de Covid en région parisienne, dans les hôpitaux de Paris, est-ce que vous pensez que ce message aujourd'hui est audible dans la population ou est-ce que peut-être on le donne pas assez? Non, moi je pense, bon, c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on a mis en route ici au Comores. Donc, vous savez que le site de Samba, avec tous les gens qui ont les signes, qui ont les symptômes, bon, nous avons un autre problème, parce qu'après, il y a Covid, mais il y a dengue ici. La dengue aussi, donc c'est important. Bon, on a un petit souci là-dedans pour pouvoir faire la différence. On n'a pas, on n'a pas de tests rapides pour essayer de faire la différence entre dengue et Covid. Bon, heureusement qu'avec le PCR, maintenant, on va pouvoir faire. Donc, bon, c'est le Covid maintenant qu'on va pouvoir faire. Mais de toute façon, les gens sont isolés. Donc, on les met, les gens qui ont des symptômes, on les met à Samba, le tête de Samba, je pense que vous êtes au courant, pour essayer de désengorger l'hôpital El Marouf. Les urgences, c'est derrière. Et là, on va les suivre. On a, comme je vous l'ai dit, on a fait des prélèvements. Bon, maintenant, les gens, bon, parce que souvent, c'est un peu, les gens, on va les suivre, on va le voir. Et s'ils évoluent bien, ils vont rentrer chez eux. Bon, bien entendu, il y aura des personnes contacts et tout ça. Donc là, sur le plan technologique, là, on a mis encore des équipes en place pour suivre quand même tous les, ce qu'on appelle les personnes contacts. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre concernant justement le nombre de lits en REA dans l'ensemble de l'archipel indépendante et principalement peut-être dans l'hôpital El Marouf ou à Samba? Non. Bon, maintenant, bon, El Marouf, c'est autre chose. Bon, maintenant, à Samba, on a à peu près 20, je pense qu'il y a 25 lits. Et puis, il y a 5 à 8 lits pour le service de REA, dans le cas où on doit quand même aller jusqu'au respirateur. Bon, nous, on espère quand même apprendre, disons, des erreurs des autres, comme nous sommes les derniers à avoir le Covid. Donc, mais de toute façon, donc, on est préparé. On est préparé en tout. En respirateur, on a. Actuellement, il y a des problèmes des manomètres, oui, bon, mais l'oxygène, encore, l'oxygène est là aussi. Donc, on essaie de mettre ça en place au niveau de Mbazika, en juin et Moélie, pour essayer de pouvoir, au cas où les détresse respiratoire, donc en fait, il n'y a pas de saturation, bonne saturation pour qu'on puisse quand même les prendre en charge correctement. Merci docteur. Alors il y a on le dit depuis le début que aujourd'hui la prévention c'est les mesures barrières, c'est le confinement. Mais là on le voit et notamment ici en France où on est en train de mettre en avant le port du masque. Il y a eu beaucoup de débats au début de tout cela. Comme vous dites, là, on arrive à la fin. Donc, en étant les derniers à partir dans cette guerre-là, on apprend des autres. Et il y a eu un débat en France, dans beaucoup de pays, concernant le port du masque, le masque en tissu, est-ce qu'il protège ou pas. Mais maintenant, je pense qu'il y a un consensus. D'ailleurs, en France, on est en train de développer de manière très massive le port du masque en tissu. Il y a des tutos qui sortent de là. Et dans certains pays même, le tissu devient une denrée qui est réquisitionnée par l'État pour en faire une arme contre le Covid. Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, au pays, est réfléchi et mené pour aller chercher des personnes qui peuvent peut-être, et là, on discutera avec ça avec Marouata, est-ce qu'aujourd'hui, ces fabrications de masques et avec la réquisition peut-être de personnes ou des tissus, et est un objectif au niveau de la cellule, au niveau des conseils que vous donnez au gouvernement? Ah oui, ça c'est bon. En fait, on a déjà contacté pas mal d'ateliers qui vont commencer à produire localement des masques, parce que bon, la population a besoin de beaucoup de masques. Bon, c'est bien beau de dire à la population il faut porter des masques, il faut les trouver. C'est pour cela que nous on mise beaucoup sur les masques grand public. Donc, que ce soit en juin, Moélie et Singapour, donc les ateliers qui vont commencer à les produire. En juin, il y en a déjà, je pense. Bon, ici encore, on a commencé, et là, ils vendent aussi ce genre de masques grand public. Et on cherche encore d'autres ateliers pour produire le maximum
parce que de masques hein, sur place. Hein. Parce que si on doit commander, vous voyez le temps que ça met pour pouvoir recevoir une commande de masques en Chine ou ailleurs. Donc là, bon, le gouvernement a opté pour disons, la production en masse, disons, de masques grand public. Nadim a demandé la parole sur ce sujet précisément. Nadim. Ouais, avant de revenir sur ce sujet, juste une chose, le risque qu'il y a pas, comme vous avez très bien signalé, actuellement les Comores sont les derniers arrivés, comme par exemple pour l'Italie ou la France, quand eux c'est le pic est arrivé, en tout cas la vague a commencé à arriver, on s'est appuyé sur l'expérience de la Chine, des autres pays qui eux avaient déjà vécu cette chose. Là le risque qu'il y a effectivement en poussant tout le monde à l'hôpital, c'est qu'on va arriver à un engorgement. Parce que celui qui va tousser va aller à l'hôpital. Celui qui va aller avoir des couvertures va aller à l'hôpital. Au final, on sera débordé. Donc, justement, il faudrait passer ce message-là que si on a juste les simples signes, s'isoler, c'est-à-dire tousser, les courbatures, mais ne pas forcément aller à l'hôpital parce qu'on va être engorgé et ceux qui auront du mal à respirer n'auront plus de place alors qu'eux seront prioritaires. Voilà ce qu'il faudrait faire. Et mettre peut-être, le gouvernement y pense, je pense, à réquisitionner aussi certaines cliniques pour prendre ce genre de malades qui ont des petits signes mais pas des problèmes respiratoires. Maintenant, concernant le masque, comme on a dit tout à l'heure, avant que la parole soit donnée à quelqu'un, à Marouata, cette maladie, il n'y a pas de traitement. Il y a les traitements curatifs que nous, on va essayer d'apporter, comme vous avez très bien dit, c'est l'oxygène chez certains patients, et il y en a d'autres où on pourra échanger en dehors de cette conversation. Maintenant, il y a le traitement, la médecine dite préventive. La préventive, c'est pour pas majorer le problème. Et les préventifs, comme le masque, il n'y en a pas. S'il devait y avoir des masques FFP2 ou chirurgicales, il faudrait privilégier les hôpitaux, leur donner à l'hôpital. Mais maintenant, pour le grand public, ce qu'il faudra faire, c'est les masques en tissu. Maintenant, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que on a le plus grand pays de médecins préventifs. Quand je dis médecins préventifs, notre pays, les Comores, on a cette force-là. C'est-à-dire qu'on sait fabriquer des quindous, on sait fabriquer des daguilas, on sait faire toutes ces choses-là. Ça veut dire qu'on a cette capacité, ce savoir-faire de couture. Et c'est pas que dans tel village, c'est à l'échelle des Comores. Chaque village, on a une maman ou des mamans qui savent coudre. Donc aujourd'hui, demain, parmi les pistes de réflexion, on peut réquisitionner 2-3 machines de chaque village. Les mamans par jour. Aujourd'hui, 3 mamans vont faire 10 masques dans chaque village. Le lendemain, c'est d'autres mamans qui en feront 10. Comme ça, on aura les outils pour pouvoir se prévenir préventivement. Et si tous les villageois, parce que chaque village aura fabriqué son propre masque, parce que dans chaque village, on a des mamans qui savent tisser, qui savent faire des quindous et tout ça. Si on réquisitionne toutes ces mamans-là avec ces machines-là dans un lieu dit, dans chaque village, au bout d'une semaine, on peut avoir 10 000 masques dans chaque village. Et ces masques-là que chacun peut porter. Et une fois portés, on rentre à la maison, les laver, les réutiliser demain pour aller acheter à manger parce que c'est le problème, c'est le nerf de la guerre que tout le monde voudra sortir pour aller acheter à manger. Ce problème-là, il est au commun, il est dans tous les pays. Et pour sortir, si on veut pas que ça se majore, il faut que chacun ait un masque. Les masques chirurgicaux, il y en a nulle part. Et que dans les pays qui arrivent à en avoir, et on privilégie les milieux hospitaliers pour éviter qu'il y ait une fuite des soignants. Parce que si aujourd'hui il y a une fuite des soignants, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas de masque et les patients toussaient ou avaient beaucoup d'oxygène, donc ils étaient très très contagieux. Donc privilégier les masques qu'on va importer ou recevoir pour les milieux hospitaliers et pour le grand public, réquisitionner toute la population. En réquisitionnant toute la population, on fait prendre à la population qui a un vrai problème. Et les gens, jour par jour, aujourd'hui, c'est 3 mamans qui vont se porter volontaires pour fabriquer 10 masques. Demain, c'est d'autres mamans et on aura déjà fait la moitié du traitement. Merci Nadim pour cette remarque. Alors, docteur Nadim a apporté 2 points de précision là-dessus qui sont assez importants. À la fois le masque grand public pour les personnes qui doivent sortir pour aller faire des courses, pour aller travailler parce qu'ils sont obligés, mais aussi ces masques, on va dire, pour les soins, enfin pour les personnes, pour le personnel soignant. Est-ce qu'aujourd'hui, on entend qu'il y a une grève certainement à El Marouf? Dites-nous, qu'en est-il par rapport à ça? Parce que c'est vrai que c'est aussi un des enjeux de cette lutte contre le Covid-19. Bon, le problème des masques chirurgicaux, c'est un problème dont c'est pas toujours facile. Hein. Bon, vous savez ce qui se passe en France. Donc, nous, on en a encore un peu
disons qu'au niveau des structures, donc ça, par exemple, Aïd Marouf, donc ils ont reçu le stock en masques chirurgicaux, en masques FFP2, donc les épis aussi, ils ont tout reçu. Maintenant, bon, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, comme quoi ils ont dit, bon, je ne sais pas encore, je peux vous dire les vraies raisons de leur grève. Bon, mais je ne veux pas dire que on a suffisamment de masques, mais je sais qu'on en a. Aïd Marouf, on doit en avoir. Parce que bon, le sous-comité logistique nous avait quand même garanti qu'ils avaient quand même distribué, ils ont donné des masques au CHN Aïd Marouf. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous dit aujourd'hui que les infirmiers, bon, ils ont fait grève parce qu'ils n'ont pas demandé de protection? Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Voilà. C'est ce que je peux vous dire pour le moment à ces sujets-là. D'accord, merci. Par contre, pour revenir sur le parce que bon, c'est pour dire à notre ami là, qu'en fait, on a mis un numéro vert ici, c'est 17. Ça permet à pas mal de gens de téléphoner, de montrer, bon, c'est bon, il y a des gens qu'on a formés qui sont là, donc qui peuvent quand même, disons, réguler. Parce qu'il y a un médecin qui est là, donc il peut dire, bon, cette personne-là, on peut l'envoyer à l'hôpital ou pas, il peut rester à la maison. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà, ça fait longtemps que ça fonctionne. Bon, le problème des masques, bon, pour les masques, disons, grand public, bon, je suis entièrement d'accord avec lui. Bon, c'est au niveau des villages aussi. Bon, on essaie de voir, bon, c'est un problème de tissu. Est-ce qu'il y aura assez de tissu pour fabriquer des masques? Parce que, bon, là, disons, il faudrait que chaque personne ait, disons, 2 à 3 masques. Donc, mais en tout cas, on est en route. Bon, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Mais la distanciation aussi, ça pose un problème. Parce qu'effectivement, nous, on n'espère pas ou on ne pense pas aller en confinement. Pour la population comorienne, c'est difficile. Les gens vivent au jour le jour. La personne doit partir le matin pour aller faire son marché. Donc, c'est pour cela qu'on favorise quand même le port de masques en public et puis la distanciation au niveau des marchés. On est en train de mettre ça en place aussi. Marwata Aboudou, on a vu quelques petits soucis de technique et on partait, on revenait, mais là c'est bon, vous êtes avec nous, enfin tu es avec nous. Et donc tu es membre actif, très actif de l'association Act Together qui s'est créée justement, enfin du collectif Act Together qui s'est créé justement pour mener ce combat. Le docteur disait tout à l'heure que on va dire, il y a eu ce soulagement qui permet à tous ceux qui doivent lutter d'aller vraiment lutter. Vous avez senti aussi au début, au moment de cette lutte, que on veut aller en guerre, mais on nous dit que pour l'instant l'ennemi n'est pas là. Là maintenant, l'ennemi est déclaré. Je sais que en amont ou dans l'ombre, vous avez continué à travailler. Je sais qu'il y a des ateliers de confection de masques qui sont mis en place. Il y a même des ateliers entre des fabricants en France et aux Comores qui sont rentrés en connexion. Donnez-nous un peu l'état actuel de l'avancement de votre projet de lutte, aussi bien en Gazian, en Juin et en Mali. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes et comment vous pouvez venir en aide à la population dans cette lutte? Bien, merci. Alors bonsoir à tous. Le collectif Act Together, juste je rappelle rapidement ce que c'est. C'est un collectif, Ben Amir l'a dit tout à l'heure, qui est là pour accompagner les Comores dans la lutte contre le coronavirus. C'est un collectif qui est porté par des Comoriens du monde entier, dans cette logique de se dire que ce projet, il est pour tout le monde et il est au profit de tous. On a un combat et c'est le même que vous. Et c'est là où clairement nous notre objectif, c'est de se dire, on vient en complément de toutes les actions qui sont déjà menées au niveau local. Sur le plan sanitaire, donc c'est un projet qui est structuré en 3 chantiers. Là, principalement, on va parler du sujet sanitaire. Sur le plan sanitaire, on a vraiment 4 axes de travail. Un premier axe autour des masques. Et là, on en parle depuis tout à l'heure et le collectif est complètement en phase avec ce que vous dites depuis tout à l'heure. Les masques sont essentiels pour la prévention. Et la population a besoin d'avoir des masques de 1, mais de 2, d'apprendre aussi à les porter. Il y a vraiment tout un travail d'accompagnement. En plus, une fois qu'on a les masques, il faut savoir les porter, il faut savoir les laver. Enfin, il y a vraiment ce travail-là qu'on met ensemble. Il y a le sujet également
de la sensibilisation. Ça, c'est un vrai sujet et on se rend bien compte, et vous l'avez très justement souligné tout à l'heure, docteur, qu'on va devoir adapter cette lutte contre le corona face aux réalités locales. Les réalités locales font que aujourd'hui, les gens doivent continuer d'aller au marché, les gens doivent, enfin voilà, la vie elle continuera, mais il faudra apprendre à vivre autrement. Et nous, clairement, on est dans cette réflexion-là également. Nous, le maître mot qu'on a posé aujourd'hui, ça a été vraiment l'anticipation. On a travaillé en amont et on a un certain nombre de partenaires qu'on a tissés au niveau local, parce qu'encore une fois, c'est un projet des Comoriens du monde avec une équipe projet des Comoriens aux Comores et d'autres en France. Sur le volet masque, on a lancé une opération qui s'appelle l'opération Msonyaji. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur 2 axes. Le premier axe, c'est collectivement travailler avec les différentes parties prenantes pour justement pouvoir organiser la fabrication des masques, former les personnes qui savent les coudre, donc les Msonyaji, et accompagner toutes les conditions nécessaires pour qu'on puisse les faire dans de bonnes conditions, qu'on puisse fabriquer des masques dans le respect des gestes barrières. Ça, c'est un premier temps. Et le deuxième objectif, c'est vraiment travailler sur l'autonomie des villages. L'objectif, ce serait vraiment de créer des unités de production autonomes au sein de chacun des villages, qu'on accompagnerait de A à Z, toujours dans cette logique de respect des gestes barrières, distanciation, etc. Parce qu'encore une fois, c'est un cadre qu'on a besoin de mettre en place. Et là, donc, on est en train d'organiser cette opération-là. Le point important qu'on pose, et ça je finirai là-dessus pour te répondre, Benamir, donc ce collectif est porté par des personnes, mais également par des associations. Donc on a vraiment aujourd'hui plus d'une vingtaine d'associations qui ont rejoint le collectif. L'objectif, c'est vraiment qu'on travaille tous ensemble et que tous ensemble on tire dans le même sens, parce que c'est vraiment un combat de tous les Comoriens du monde. Et dans cette logique-là, nous on appelle aujourd'hui à tous les villages, toutes les associations de villages, on les appelle à se joindre à nous, justement pour qu'on puisse ensemble réfléchir aux meilleures solutions et qu'on puisse surtout travailler au niveau local, parce qu'on se rend bien compte, et ça tout à l'heure Najim en a parlé, voilà, ça va durer, donc il faut qu'on s'organise en conséquence. Docteur, je sais qu'il est tard et je ne vais pas vous retenir très longtemps, mais c'est vrai que quand on sait que vous allez être au front, les médecins, les soignants, les infirmiers vont être au front, et vous allez avoir besoin du soutien de la population, une certaine forme d'organisation pour justement, comme l'avait dit Najim, essayer de freiner le maximum l'engorgement dans les hôpitaux pour freiner tout cela, parce que, il l'a dit, certains vont être malades, mais vont pouvoir être soignés dans leur village. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un comité, au-delà du comité scientifique sur place, qui est en train de mener, qui va de village en village, de région en région peut-être, certainement peut-être s'approcher d'Alert Together, pour sensibiliser, organiser, essayer de prendre des personnes compétentes dans chaque village, les médecins peut-être de village, les fundis, que sais-je, pour essayer au maximum de vous laisser travailler avec les moyens, parce que déjà, si les aides-soignants, les infirmiers quittent la bataille, ça risque d'être compliqué. Oui, d'abord, j'aimerais quand même avoir le coordonnées ici au Comores, parce que avec l'association là. Oui, Act Together, on vous donnera leurs coordonnées. Oui. Avec plaisir. Comme on a chaque jour une réunion avec le comité de production. Il y a un comité requis, le comité national de lutte contre le Covid. Et tous les jours, à 10 heures, on se voit. Donc, nous, c'est heureux de pouvoir quand même les recevoir, très bien nous en parler, parce qu'à ce moment-là, donc, ils vont beaucoup nous aider pour la mise en place, pour la production locale de ces masques. Bon, je voulais encore vous rassurer parce qu'on a, disons, on a la chance d'avoir des agents de santé communautaire qui sont efficaces et qui travaillent très bien. Et ce sont ces gens-là qui vont aller au niveau des régions pour quand même essayer de faire le suivi. Et, bon, on est en train de mettre en place un système que, bon, les gens de santé communautaire, ils vont aller village par village pour essayer de est-ce qu'il n'y a pas de température, est-ce qu'il n'y a pas de signes, ça. Donc, et c'est là, bon, quand ils voient quand même qu'il y a quelqu'un qui est ici, donc en fait, ils vont quand même le référer au niveau, quand tu as un peu de santé, tu l'envoies au niveau de l'hôpital de Pôle avant que ça n'arrive ici à la capitale. Donc là, on voudrait quand même qu'on arrive quand même à bien faire le tour de l'île. Ça se fait en juin aussi, et aussi pour qu'on puisse quand même aller vers le fond. On ne doit pas attendre que la personne vienne ici. Mais nous, on va les chercher. Donc ça, c'est un réseau qu'on
on a quand même des agents de santé communautaire qui sont bien formés. D'accord. Et qui sont très efficaces ici. Voilà ce que je peux dire. Mais déjà, en France, pour ceux qui veulent contacter l'Act Together, les associations de villages qui veulent les rejoindre parce qu'ils sont en train de s'organiser pour apporter de l'aide dans les villages, pour essayer d'avoir une coordination, un pont, un relais entre ici et là-bas. Et c'est un moment de solidarité qui doit être sensibiliser tous. Vous avez le téléphone qui s'affiche à l'écran, le 07 52 58 60 50. Pour les coordonnées aux Comores, on vous les fournira. Mais Marouata va nous dire les associations notamment avec lesquelles vous travaillez là-bas et comment ça s'organise. Oui. Alors, ce que vous dites, docteur, c'est vraiment ça. Effectivement, les agents de santé communautaire font un très très gros travail. Nous, on travaille sur place avec le Croissant Rouge et avec Ngochao, par exemple. On travaille également avec la Direction générale de l'artisanat. Et la LCOI, qui est l'association des artisans couturiers de l'océan Indien. Et donc, clairement, nous, l'objectif, en fait, c'est vraiment de venir en complément des actions qui sont réalisées. Ça veut dire que parce que, justement, on a des agents sur place qui sont efficaces, parce que les agents de santé communautaire, je rappelle qu'ils ont été formés à tous les gestes barrières. Enfin, il y a eu tout un travail et une organisation qui a été mise en place déjà, qui est aujourd'hui effective, en fait, aux Comores. Donc, l'idée, en fait, ce serait vraiment, docteur, qu'on puisse, en fait, travailler en collaboration avec ces agents là pour organiser cette opération Msonyaji et pour mettre en place justement toutes ces actions-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai oublié ta question, Benamir. J'ai perdu la voix. C'était le pont à faire entre ici et là-bas au niveau des villages. Que les villages qui veulent vous contacter, on a le numéro qui s'affiche ici parce que on peut avoir chaque village et c'est logique, va vouloir mettre sa cagnotte, va vouloir peut-être faire sa cotisation, mettre en place son système, alors que comme vous dites, Act Together, c'est être ensemble. En vous contactant, peut-être, vous allez pouvoir à la fois unir vos forces et vos moyens. Nous, ce qu'on a vu, effectivement qu'il y a eu des actions isolées entre villages. Ça, on l'a bien vu, effectivement. Nous, ce qu'on appelle, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le virus circule. Ça veut dire que s'il est dans un village A, de toute façon, il pourra circuler dans un village B. Donc, notre enjeu collectif, vraiment tous ensemble, on a cet enjeu-là, c'est que la population comorienne entière soit équipée de masques. Et ça, c'est un vrai enjeu qui est collectif. Donc, encore une fois, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on travaille ensemble. C'est qu'ensemble, on fasse fi de toutes les barrières, des limites, des régions, et qu'ensemble, on réfléchisse à un plan d'action. C'est la raison pour laquelle, quand on voit aujourd'hui qu'il y a des plans d'action de villages qui sont mis en place, nous, on prend contact avec eux quand on en voit passer, on les encourage à ce qu'on vienne travailler ensemble, à ce qu'on organise les conditions pour qu'elles soient optimales, en collaboration avec le Croissant Rouge et Ngochao, justement pour que l'impact soit beaucoup plus fort et dans la durée. Parce qu'encore une fois, le challenge qu'on va avoir aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu de l'autonomisation des villages sur le sujet du port des masques, c'est que ça doit être dans la durée. Merci. Alors, il y avait tout à l'heure, je discutais avec Nadim. Je ne vais pas dévoiler tout ce qu'il m'a dit, Nadim. Alors, je discutais avec Nadim et Nadim me disait qu'il y a certaines choses qu'on peut faire aux Comores, comme, par exemple, qui peuvent être menées, certainement qu'on ne va pas donner comme conseil en France. Par exemple, je prends un cas qui était concret, c'était de dire, en France, on parle du gel hydroalcoolique, du gel hydroalcoolique, mais aux Comores, si on a un liquide vaisselle, si on a un bout de savon, l'essentiel, c'est de pouvoir justement avoir ce pouvoir se nettoyer. Je voudrais justement, Nadim, si tu peux de nouveau intervenir là-dessus pour dire, voilà, les gels hydroalcooliques, si on n'a pas le masque FFP2 de France, il y a d'autres moyens de pouvoir se protéger selon les moyens que nous avons à disposition. Oui, tout à fait. Comme chaque pays s'est adapté en fonction de sa géographie, de sa situation financière et tout ça. Et il n'y a pas de bonne solution. La bonne solution, toutes les solutions s'adaptent en fonction du contexte et du pays. Ceux qui ont plus de moyens, ils utiliseront peut-être telle chose. Maintenant, tout ce qui est gel hydroalcoolique, savon bactéricide, il faut privilégier pour les hôpitaux et seulement pour les hôpitaux dans un premier temps, parce que c'est une denrée très rare. Et dans les hôpitaux, ils vont vraiment côtoyer ce genre de patients qui seront contaminés de partout. Donc, si on a du gel dans un premier temps, des savons, parce qu'on sait qu'on n'en a pas en grande quantité, privilégions d'abord les hôpitaux et cliniques. Parce que j'espère, c'est ce que je parle au docteur qui est là avec nous ce soir, il faudra à un moment donné faire intervenir les cliniques pour donner un coup de main. Là, c'est toute la nation qui devra être dans cette guerre qui va durer très très longtemps.
et il y aura des décès, ça faut se le dire, faut qu'on se le mette tous dans la tête. Maintenant, à l'échelle, il y a la grand-mère qui habite tout en haut de la colline. Elle aura pas de gel, elle n'arrivera pas à en avoir. Maintenant, si elle a juste du liquide vaisselle pour se laver les mains, c'est ce qu'elle doit utiliser. Voilà, chacun adaptera en fonction de ce qu'il pourra. Maintenant, si je dis ça, il va y avoir rupture dans les magasins de gel, de savon. Ça, c'est normal. Maintenant, l'État, c'est à l'État de réquisitionner ces savons-là et de les dispatcher un peu partout dans chaque village pour que chaque village ait un peu de savon. Je parle pas des savons bactéricides, hein, juste le savon pour se laver les mains. Ça peut suffire déjà, c'est une barrière pour la transmission du virus. Autre chose, maintenant, comme on a dit, c'est un virus qui est invisible. Nous, la logique qu'on s'est tous mis dans la tête et qu'il faudra que tous se mettent dans la tête, c'est que tout le monde est malade. Tout le monde est malade jusqu'à preuve du contraire. À partir du moment où on ne pourra pas dépister tout le monde, à la fois aux Comores ou partout dans la planète, il faut se mettre dans la tête que tout le monde est malade. Donc aujourd'hui, mon voisin qui viendra me présenter les condoléances, il est malade, même si je ne vois pas de bouton sur lui. Donc je mets des gestes barrières. J'ai pas de masque pour l'instant, mais on inspire que ça évite et que tout le monde puisse en avoir un masque grand public, je parle. Je mets un laisseau. Les savons, j'en parlais avec des collègues, tout le monde n'a pas de savon. Il y en a, ils utilisent le savon pour se laver les mains, c'est le savon pour nettoyer les vêtements. S'il y a que ça, on se lave avec ça, en attendant que des savons soient distribués un peu dans chaque village. Voilà, on prend ce qu'on a et on va faire avec ce qu'on a. Et Inch'Allah, on va essayer de limiter les dégâts et pour en sortir plus grand, Inch'Allah, parce qu'on aura travaillé tous ensemble et toute la nation sera mobilisée. Inch'Allah. Là, docteur, on a bientôt terminé notre rencontre. Nadim a sorti une phrase, deux mots ou trois mots. Toute la nation. C'est toute la nation qui doit être mobilisée. On doit mettre ces débats stériles derrière nous et essayer aujourd'hui d'avoir un seul mot d'ordre, mobilisation générale. Comment aujourd'hui, dans un pays que nous connaissons divisé à ce niveau-là, comment remobiliser tout le monde pour cette guerre qui va pas choisir de camp, qui va pas choisir de région, qui va pas choisir de famille, mais qui va toucher tout le monde. Quelle est aujourd'hui la solution idoine, si vous l'avez, pour mobiliser tout le monde? On a les associations qui veulent aller au front, qui sont prêtes à apporter leur soutien. On a les médecins même qui sont ici, qui sont prêts à avoir même des échanges comme ça en off avec leurs homologues qui sont là-bas. Comment aujourd'hui essayer d'appeler toute cette population en un seul mot, act together, comme pour lutter contre cette épidémie, docteur? Oui, bon, moi je pense qu'il va y avoir un électrochoc après la déclaration du premier cas du Covid par le président de la République. Ça va être un électrochoc. Parce que vous savez que dans tous les villages, en tout cas je parle de Benghazi, mais je pense que dans les autres villes, il y a les syndicats, c'est-à-dire les syndicats de commerçants et de parcours qui ont distribué des grands seaux pour mettre de l'eau et des savons. Imaginez un peu dans tous les villages. Donc, tu vas avoir 3 à 4 endroits où on a installé ces seaux-là avec de l'eau et du savon. C'est pour dire quand même que bon, on n'attend pas. Bon, le gel, c'est ça, c'est pour les gens qui sont ici, à la capitale, comme de l'administration. Et pas quand tu sors en dehors de Moroni. Comme ça, c'est quelque chose qui est déjà fait. Maintenant, c'est d'essayer. Maintenant, je pense que maintenant, les gens vont se réveiller. Bon, en tout cas, je l'espère. Et c'est vrai, bon, ça, ici, pour réussir, disons, cette guerre, on doit rester unis. Et je pense quand même que l'unité viendra. Et puis, on va quand même, disons, nous unir et unir nos forces pour essayer de freiner la circulation du virus. Bon, si disons, nos confrères médecins qui sont en Europe, s'ils veulent venir nous aider, ils seront les bienvenus. Mais malheureusement, ils ne pourront pas sortir parce que vous êtes en confinement. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une plateforme d'échange, justement, par l'expérience, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le fait d'arriver en dernier, ben ça permet d'avoir aussi les expériences de ceux qui l'ont déjà vécu et ça peut déjà peut-être permettre de sauver quelques vies? Non, moi, bien sûr, je pense que les plateformes, oui. Il y a toujours une plateforme parce que, bon, vous savez que, bon, il y a beaucoup de sécurité. Bon, il y a une sécurité de prise en charge, ce qui est des protocoles. Donc, ces gens-là, ce sont des gens qui sont, disons, au front. Parce que ce sont des gens qui sont là, qui voient les malades, qui les traitent, qui font le suivi. Bon, il y a des médecins réanimateurs, etc. Donc, il y a tout un monde là. Donc, on peut bien échanger ce protocole. Et pour autre chose, pour vous rassurer, donc, en fait, on a quand même pas mal de médicaments
Actuellement, donc, sur ce plan-là, on est quand même, oui, donc on va recevoir encore, je pense, que c'est les deux, disons, des plaquettes ici. C'est au niveau des traitements que vous allez pouvoir administrer aux personnes qui seront. C'est ça. Voilà. En fait, qui seront quand même confirmés Covid plus. Donc, on a pas mal. On a pas mal de cocktails. Bon, il y en a, bon, ici, vu que quand même, bon, il y a même des anciennes molécules qu'on ne utilise pas, mais paraît-il qui donnent quand même des bons résultats maintenant. Donc, ça, on va tout essayer. Et il y a même notre voisin là. Malgache. Oui, on va rentrer en contact avec lui, puis on va voir son Covid organ, qui est une tisane, et qui, voilà, chez eux, quand même, ça peut quand même stabiliser. Bon, ça fait presque 10 jours qu'ils n'ont pas eu de nouveau cas. Alors, avant de passer la parole à Nadim, parce que je vois, il demande la parole, il grimace un peu. Il y a une question qui est primordiale, qu'on n'a pas posée, c'est Mohamed Idrissou qui la pose. Est-ce qu'il y aura un point quotidien? Car c'est ce point quotidien qui, dans la plupart des pays, permettent de savoir dans quel cadre on est. Est-ce qu'on a atteint un pic? Est-ce qu'on est en train voilà. Est-ce qu'il y aura un point quotidien? Et si oui, comment, docteur? Oui, dites-nous. Non, vous allez l'avoir presque chaque semaine. Non, chaque jour. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on aura lancé le rôle de PCR qu'on va lancer, donc à ce moment-là, donc le directeur général de la santé, il viendra vous donner la situation. Le nombre de gens qui sont, de nouveaux cas, des gens qui sont sous traitement, ceux qui ont guéri, tout ça, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Merci. Ce sera encore journalier. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. Restez encore avec nous. Il nous reste 5 minutes. Je donne la parole à Nadim et ensuite je donnerai la parole à chacun de vous, une parole libre. Si vous avez des messages à adresser aux personnes qui nous suivent, à la population. Mais avant, Nadim voudrait réagir sur les propos du docteur il y a quelques instants par rapport peut-être au traitement. Voilà, comment dans les hôpitaux ou dans les services où vous êtes aujourd'hui, comment ces protocoles de soins sont mis en place. De manière générale, hein. Au niveau des traitements, il va falloir s'approvisionner pour tout ce qui sera diagnostic différentiel. Parce que derrière le Covid, il y a d'autres pathologies. On peut faire des embolies pulmonaires. Ça se trouve que celui qui vient respirer, parce qu'il a du mal à respirer, c'est peut-être pas que les effets du Covid, c'est peut-être qu'il est en train de faire une embolie pulmonaire. Donc ces traitements-là, faudra peut-être les avoir à portée de main. Après, il y aura tous les autres traitements de calme, sédation et tout ça. Bon, ça, je vais pas détailler là-dessus, parce que c'est pas l'objet du débat, mais on pourra en reparler, Inch'Allah. Maintenant, au niveau moi, ce que je crains, c'est toujours la même chose. C'est est-ce qu'on a assez d'oxygène? C'est toutes ces choses-là. Parce que c'est ceux qui viendront à l'hôpital, en tout cas, ceux qu'il faudra valider à l'hôpital, ça sera l'oxygène. Ça sera le nerf de la guerre. Après, bon, ça, c'est médical, on pourra en reparler en off ou avec les médecins et tout ça. Maintenant, voilà, moi, j'ai pas d'autre chose à dire, mais maintenant, les gens, tout le monde peut aider. Même les gens ici, aujourd'hui, on parlait de tissus plus grand public, mais ça demande des fonds. J'en parle pas, l'État va apporter, mais on sait que les Comores sont structurés par village. Dans chaque diaspora, il y a l'association du village de un tel, l'association de village de un tel, l'association de village de un tel. À partir de moment, comme Marouata le disait, où les villages pourront être autonomes, ici en France et partout ailleurs, il y a des caisses villageoises. Et ces caisses villageoises, elles peuvent apporter peut-être 1000 ou 2000 euros s'il faut 2000 euros pour fabriquer les masques, pour aider le pays à fabriquer ces masques-là. Les Comores ici à l'étranger sont fédérés par des structures villageoises qui ont des comptes et tout ça. Donc je pense que quand je disais que c'est toute la nation, il faut alerter toute la nation, réellement toute la nation. Ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont ici, chacun apportera. Parce que les masses grand public, on pourra les faire, mais à un moment donné, on sera vite confronté aux problèmes financiers. Donc, voilà, ça c'est un sujet que je voulais mettre en place. Et pour finir, la dernière chose, moi, où j'ai très peur, il y a la question qui a été posée sur le point quotidien. Il y a des aides, comme vous avez dit, à Madagascar, en France, des gens qui ont pratiqué, qui ont côtoyé ces malades, qui ont essayé de les soigner. Est-ce que ça serait pas possible dans votre organisme, ce comité scientifique, d'y intégrer certaines personnes qui sont ici,
Nous, ici, c'est ce qu'on fait tous les jours à 11 heures. Tout le comité se rejoint. Vu qu'il y a le confinement, personne ne peut voir personne. Il y a distanciation. Et c'est en ligne, on échange. Voilà, médicalement, on peut apporter ça, ceci, cela. Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà en place? Voilà. Moi, c'est la question que je pose, voilà, ce jour. Docteur, est-ce que vous pourriez répondre à cette question de Nadim? Non, je réponds juste à la question. Là. Donc, en fait, nous, on a des réunions, comme je dis, chaque jour, pour le comité, là, que ce soit scientifique, bon, il y a le comité de prise en charge, où on échange, même pour logistique, pour savoir où ce qu'on en est avec nos commandes. Bon, maintenant, pour le point d'ordre, bon, ça, c'est le gens de la santé qui peut-être, si j'ai bien compris, bon, qui va le faire, il le fera, disons, chaque jour, comme ça se fait dans tous les pays du monde. Alors, bon, pour l'histoire des caisses de village, bon, vous savez que la diaspora, c'est jamais facile à gérer. Bon, mais s'ils arrivent quand même à se mettre d'accord pour quand ils envoient de l'argent pour le village pour qu'ils essaient de faire leur masque, bon, pourquoi pas. Mais l'État comorien a mis pas mal d'argent. Il a un compte, la banque centrale, 1,4 milliard juste pour le Covid. Donc, sans compter les aides qui viendront, mais qui ne sont pas encore là. Donc, c'est pour vous dire quand même bon, que le gouvernement quand même essaie de faire son effort là, pour essayer de lutter contre donc, on peut dire bon fléau, mais pas bon pandémie. On a parlé de l'oxygène, hein, le nerf de la guerre, comme le dit Nadim. L'oxygène, on n'a pas de problème, clairement. Bon, ici, on a le gaz chaud. Okay, donc, on a l'oxygène sans problème. Maintenant, c'est le problème aux étrangers. Mais si ils arrivent qu'ils n'ont pas de poids, on aura par contre le problème de coupé. Okay, parce que, bon, s'il y a un V, mais maintenant, on ne sait pas, il y a des coupés qui ont disparu. Parce qu'il faut de recherche, il faut les remplir, il faut les changer. Donc, ça, c'est le problème qu'il peut y avoir. Est-ce que le personnel est formé? Est-ce qu'il y a une question de Washko Comore qui nous dit il a la crainte que le personnel au Comore ne soit pas formé par rapport aux respirateurs et l'oxygène, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous rassurer à ce niveau-là? Non, là-dessus, je vous rassure. Il y a des spécialistes, il y a des médecins animateurs aussi. Bon, disons que le groupe, c'est qu'il y en a. Si un gaspillage, je pense qu'il y en a 4, un gaspillage. Bon, mais 2 en juin, 1 en moyen, sont des spécialistes. Hein. C'est des médecins animateurs. Ils sont formés à l'étranger, même pas ici. Mais quand même, c'est lourd, c'est du lourd. Hein. C'est pour ça que nous, on espère pas bien là, parce que quand tu commences à intuber, et les complications, donc vous voyez, donc non, espérons qu'on n'arrivera pas à ce niveau. De toute façon, quand on est obligé de le faire, on le fera, mais c'est lourd. Très bien, merci en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Comme d'habitude, je donnerai le mot de la fin à chacun de nos invités. On aura l'occasion justement demain de nouveau, je recevrai sur ce même plateau Naoufad Saadi qui viendra nous parler notamment de la relation de son entreprise de Comores en ligne qui mène aussi la lutte toujours auprès de Act Together et qui viendra ici nous expliquer comment nous qui sommes dans la diaspora, on peut contribuer en ligne par des kits sanitaires et des kits alimentaires parce que comme vous le savez, là aussi, la famine est un des enjeux de cette lutte. Pas simplement aux Comores, mais ici, même en France où nous vivons. Et là, je voudrais saluer encore une fois la cellule Covid-19 qui agit actuellement à Marseille. Et vous rappeler que comme chaque année depuis 10 ans, l'association Ouchababi cette année mènera encore une fois sa collecte alimentaire le week-end. Pas ce week-end-là qui arrive, mais le week-end d'après. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler et de recevoir les responsables de l'association qui vont nous expliquer comment ils vont mettre en place cet acte de solidarité par rapport à ce confinement. Je vous donne la parole, chers amis, à toutes et à tous. On donnera le dernier mot de la fin au docteur Fazoul. On va commencer par l'honneur aux dames, en donnant la parole à Marwata Abdou. Une parole libre. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous avez 1 minute pour vous exprimer par rapport aux personnes qui nous suivent ce soir et par rapport à ce combat contre le Covid-19. Marwata. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que là, en prochaines étapes, dès fin de semaine, début de semaine prochaine, on va réaliser une distribution de masques à Anjouan et à Moëli. Pour que toutes nos actions puissent être mises en place, on a mis une cagnotte en ligne qui est disponible. N'hésitez pas, on a vraiment besoin que tout le monde participe à cette cagnotte parce que Najim l'a souligné tout à l'heure, on a énormément de choses à financer.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, on a des solutions. Oui, c'est une situation qui est difficile, mais collectivement, on a les solutions. On peut vraiment faire des choses ensemble. Donc moi, j'en appelle vraiment à l'unicité. Le collectif Act Together est vraiment là pour ça. On est tous ensemble et on propose de vraiment avancer ensemble pour pouvoir lutter contre le Corona-19. Tout à l'heure, docteur, vous nous avez dit, c'est vrai qu'on est loin, mais quelque part, moi, ce que je retiens, et ce que le retient tout le collectif, on est loin, mais on est ensemble. Et c'est ce qui est important. On a des points qui sont réguliers, qui sont quotidiens aux Comores, et quotidiennement, ensemble, on essaye de trouver des solutions et de co-construire, en fait, un plan d'action qui soit efficace. Donc, on est loin, mais on est ensemble. Participez à notre cagnotte. Toutes les associations, rejoignez-nous, appelez le collectif Act Together. Et évidemment, on travaillera avec grand plaisir avec vous, docteur Fazoul. Enfin voilà, sur place, on est à l'écoute. L'idée, c'est vraiment qu'on soit en complément et qu'on soit ensemble. On est loin, mais on est ensemble. J'entends pas, j'ai pas de retour. Pas de retour. Pas de retour. Ok, mais Nadim, pardon, je disais, vous m'entendiez. Donc, je disais merci Marwata pour cette belle phrase de fin. Et donc, c'est à Nadim qu'on laisse la parole pour 1 minute à s'adresser aux personnes qui nous suivent ce soir. Moi, de ce que je voudrais dire, c'est que on est là, on est là pour soutenir. Si on a besoin de nous, on peut être là. Il y a juste à nous joindre à tous les niveaux, que ça soit médical, que ça soit conseil et tout ça. Donc nous, on est ouvert. Amir peut-être échangera notre numéro auprès de tous. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que ça sera une guerre qui sera très longue, éprouvante et très émouvante. Quand je dis émouvante, nous, quand on a commencé, on rentrait à la maison, on avait envie de pleurer. Et quand je vous dis pleurer, c'est parce qu'on perdait beaucoup de gens, beaucoup de gens. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Maintenant, on va faire tout pour que ça soit le moins possible, mais il faut se mettre dans la tête que c'est une guerre qui va être très éprouvante et très émouvante. Aussi, je veux dire aussi que c'est la vie qu'il y a eu avant le Covid, ça sera pas la même qu'il y aura après et pendant. Ça, il faut que tout le monde se le mette dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi parce qu'ils pourront plus travailler, les gens se déplaceront plus, donc ils pourront plus vendre leur commerce et tout ça. Donc financièrement, ça sera plus la même chose. Financièrement, maintenant, ce qu'il faudra privilégier, c'est la santé dans un premier temps et l'alimentaire. Et on verra, mais même Inch'Allah, quand ça sera fini, le monsieur qui avait l'habitude d'acheter 2 chaussures, il les achètera plus. Il ira à l'essentiel. Donc voilà, c'est quelque chose qui va durer, qui va être très long, émouvant, et ça sera plus comme avant. Donc maintenant, ça va aider, notre mode de vie tant à l'hôpital, la façon de fonctionner que dans la vie courante va changer. Maintenant, on n'y est pas encore. Là, ce qu'il faut, c'est aller sur le front maintenant. Maintenant, moi, j'invite les collègues qui travaillent à l'hôpital. Je pense que s'ils ont fui, l'inquiétude qu'ils ont eue, c'est la même qu'on a eue nous aussi en tant que soignants. On s'est dit merde, on s'est dit zut, pardon, on va avoir des patients qui sont ultra contagieux. Je vais ramener cette maladie à la maison. Je vais contaminer tous les gens de ma famille. Et personne en tant qu'humain ne veut le faire. Donc, les autorités vont mettre, j'espère, au plus vite les choses en place pour que les gens qui soignent et qui vont soigner dans le temps et dans la durée puissent être protégés. Protégés, ça va être les masques. C'est pour ça que j'insistais beaucoup en disant que les gels, hôpital, les masques FFP2, hôpital, mais pas celui qui va prendre sa voiture et rouler. On privilégie d'abord l'hôpital, parce que si on n'a pas de soignants, on peut pas soigner. Donc, quand je dis on peut pas soigner, on pourra pas sauver ce qu'on pourra encore sauver. Donc voilà, en gros, et tout le monde doit se mobiliser à des degrés divers. Il faudra peut-être aider les familles qui financièrement vont chuter. Là, on est en période de Ramadan, tout le monde ne peut pas se déplacer, aller jusqu'à faire la queue au Western Union de Moroni pour retirer 100 € pour acheter à manger. Voilà, toutes ces choses-là, il faut qu'il y ait une solidarité. Si moi, j'ai mon masque et je peux aller à Moroni récupérer pour tout le monde, de faire les courses pour tout le monde, je le ferai pour les 5 personnes qui, eux, ne peuvent pas se déplacer. Il faut qu'il y ait une entraide entre villageois, entre voisinage et tout ça. Après, comme le docteur l'a très bien dit, ça vient de démarrer, les choses vont se mettre en place, il y a des comités qui vont être en place à chaque village, voilà, il y aura des formations, il y aura des distributions, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais en attendant, il faut manger, il y a ceux, on jeûne, il y en a qui n'ont rien à manger, donc ça sera peut-être moi qui ai la chance d'avoir une voiture et un petit masque, j'irai à Moroni faire les courses pour tout le monde, pour les gens que j'ai tout. Voilà, solidarité et patience, voilà ce que j'ai envie pour conclure.
J'ai pas de son. C'est bien quand j'active le son, ça paraît mieux comme ça. Donc, je vais lire le message adressé à Nadim par Washko Comore à la fin de ton intervention. J'aime ton optimisme, Nadim. Des gens comme toi me donnent envie de garder espoir. Mais bon, wait and see. Gardons espoir, c'est peut-être le mot. Et le dernier mot, on le donne au docteur Fazoul qui nous a fait le plaisir d'être là ce soir avec nous pendant 1 heure durant. Et c'est à saluer. Merci encore pour votre disponibilité malgré l'heure tardive. Docteur, je vous donne la parole. Bon, tout d'abord, bon, je tiens à remercier quand même bon, l'initiative de pouvoir échanger avec vous qui êtes loin. Je sais que c'est pas facile. Quand on est loin de son pays, quand on entend tout ce qui se passe, donc je comprends. Je comprends. Donc, on est très sensible à ça. Bon, je voulais rassurer que bon, pour les masques FFP2 et tout ce qui est EPI et les masques chirurgicaux, ils sont strictement réservés aux personnes de santé. Donc là-dessus, je voudrais quand même rassurer. Okay, parce qu'effectivement, on a besoin de personnes soignantes. Si on tombe malade, donc qui va nous soigner? Ça, c'est. Bon, maintenant, c'est ensemble qu'on va réussir. C'est comme. Bon, je ne vais pas être trop vague, mais je dirais seulement quand même, bon, quand on a un coach qu'on vaut en 1000, donc je sens qu'on va gagner le match. Okay? Ça, c'est mon dernier mot, parce qu'il est un peu tard ici. Donc, je suis très optimiste, parce que bon, il y a du personnel bon soignant qui sont quand même motivés. On a de bonne équipe de médecins. Bon, les protocoles sont aussi, donc, ils ont bien travaillé, ils suivent tout ce qui se passe sur le plan international, donc ils ont beaucoup d'échanges avec leurs collègues. Bon, maintenant, bon, je sens, je le vois quand même qu'au niveau du gouvernement, on nous accompagne financièrement. Donc, il y a beaucoup de sous-comités. Vous savez que quand on va dire à un taximan de ne pas prendre le nombre d'exemples de bus, donc il y aura un gap. Donc, et l'État quand même va combler ce gap-là. Parce que là, au niveau du transport, c'est parmi les mesures qu'on va mettre en place là, pour essayer de réduire le bus. Donc, les gens qui n'ont pas travaillé, donc on va essayer, donc on essaie encore de voir sur le plan économique. Beaucoup de gens qui ne vont pas pouvoir travailler. Par exemple, quand vous voyez maintenant, là, il y a un couvre-feu. Imaginez un peu le commerçant comorien là, qui a l'habitude de vendre en moisson à Ramadan pour pouvoir vendre. Donc, il y aura un manque à gagner. Donc, l'État aussi pense aussi. Comment on va pouvoir indemniser quand même tous ces gens-là pendant ce mois de Ramadan en plus du Covid. Donc, je suis optimiste et reste optimiste. Et ensemble, nous allons gagner ce combat. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, merci à tous. C'est le mot ensemble. Soyons optimistes et ensemble, on va gagner ce combat. Mettons toutes nos querelles de côté et armons-nous tous ensemble pour lutter contre le Covid-19, car ce sont nos familles, nos parents, nos proches qui sont au pays. Et ensemble, justement, si on est solidaires, si on s'arrête, si on fait une trêve pour lutter contre ce Covid-19, ça sera que salutaire pour tous. Je vous rappelle encore une fois demain le rendez-vous avec Naoufad Saadi et d'autres aussi entrepreneurs qui vont se mettre au pont pour lutter contre ce Covid. Demain, on vous donnera aussi des nouvelles de nos amis qui sont de nos familles qui sont en Tanzanie. On a eu aujourd'hui toute une journée de travail assez longue. Les personnes qui étaient sur place auraient pu venir aujourd'hui discuter, mais je vous dis, ils sont extrêmement fatigués, mais une fatigue positive. Demain, on aura l'occasion en deuxième partie de parler de cette situation. Merci encore de votre présence nombreuse et nombreux. Merci à nos invités. Merci Marwata Abdou depuis Paris, Najim Ismaël de même depuis Paris, Dr Fazoul depuis Moroni à cette heure tardive. Merci à toutes et tous d'être nombreux et d'avoir pu participer à cet échange. Restons comme d'habitude solidaires et soudés et je vous dis à demain s'il plaît à Dieu. Ma'an salam, que la paix soit sur vous. Merci à tous, merci à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir.